Ce programme vous est proposé par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castel Beer, le goût de la réussite. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Carrière, le magazine qui vous aide à construire votre carrière. Depuis 12 ans, nous nous sommes donnés pour mission d'accompagner la jeunesse camerounaise, une jeunesse entreprenante et surtout très audacieuse dans sa conquête vers le succès. Et pour y arriver, c'est à travers des sujets bien pensés, notamment des portraits de personnalités dont la trajectoire et le parcours sont inspirants, mais également à travers les rêves et l'audace d'une jeunesse entreprenante et naturellement les conseils et astuces de notre coach en développement personnel que nous vous apportons ces valeurs qui vous conduiront inexorablement vers le succès. Tout de suite, voici le sommaire de cette 143e édition du magazine Carrière, un sommaire que déroule pour nous Jocelyne Andeng Zo. Au sommaire de Carrière, résolvez vos problèmes de chute de cheveux grâce aux solutions développées par le Dr Harry Happy dans la rubrique Entreprendre. En Success Story, redécouvrez le parcours inspirant de Were Were Liking, icône de la culture camerounaise. Enfin, dans le coaching du mois, Roland Kwemeng dit comment prendre des décisions en situation de stress. Entreprendre, c'est trouver des solutions pratiques aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, mais c'est surtout prendre en considération les problèmes de la société tout entière pour proposer des solutions innovantes. Le docteur Harry Happy, première femme docteur en chimie de l'université de Douala, a, durant ses travaux de thèse, été confrontée à un problème d'alopécie. Elle perdait littéralement ses cheveux, ce qui l'a amenée à formuler des produits à partir des plantes naturelles pour pouvoir lutter contre ce problème qu'elle rencontrait elle-même et aider la gente féminine à valoriser et surtout à aimer le cheveu africain. Sa clinique est située à Douala, une clinique spécialisée en trichologie, c'est-à-dire la science qui étudie le cheveu. Le docteur Harry Happy est à retrouver dans la rubrique Entreprendre. Bonjour, bienvenue au cabinet santé des cheveux. Je suis le docteur Harry Happy, je suis chercheur, trichologue et promotrice des produits capillaires Harry Hair. Bienvenue à l'équipe de Carrière, suivez-moi. Au cabinet santé des cheveux, nous sommes spécialisés dans le traitement des problèmes de cuir chevelu et des cheveux. Nous avons plusieurs produits faits à base d'intrants naturels qui ont la particularité de stimuler la pousse des cheveux. Vous avez par exemple ici l'huile anti-casse qui est notre sérum de pousse qui a la particularité de lutter non seulement contre la casse des cheveux mais de stimuler la pousse des cheveux. Nous avons également la crème nourrissante qui est généralement associée à l'huile anti-casse pour lutter contre les problèmes d'alopécie. L'alopécie qui est généralement appelée au Cameroun mon vieux.
Au cabinet santé des cheveux, nous valorisons les jeunes. C'est ainsi que nous avons Ornel qui est superviseur de l'équipe Harry Hair et qui est chargé de coordonner toutes les activités au cabinet santé des cheveux. Harry Hair est un démembrement de Harry Labo Sal, qui est une entreprise qui fait dans la formulation des produits cosmétiques à base d'intrants naturels. Nous avons ici Christelle qui est responsable des coiffures protectrices parce que oui, au cabinet santé des cheveux, nous faisons aussi des coiffures protectrices pour préserver la santé des cheveux de nos patientes. Alors ici, nous avons un espace spécial. C'est pour apporter des soins spécifiques aux personnes souffrant de perte de cheveux graves. Donc les personnes souffrant d'alopécie viennent dans cet espace pour faire des soins d'oxygénothérapie. Et après le soin d'oxygénothérapie, on envoie la lumière au niveau des cheveux pour stimuler la croissance des cheveux. Lorsque les cheveux n'ont pas accès à la lumière et à l'oxygène, ils se cassent, ils tombent. Alors ici, c'est l'espace consultation tricologique. Bonjour madame. Bonjour docteur. Comment vous allez depuis la dernière fois? Oui, ça va très bien. Okay. Depuis la dernière consultation. C'est depuis le lycée que je m'intéresse vraiment à la chimie. C'est d'ailleurs sur cette matière que j'avais les meilleures notes. Et après avoir obtenu mon baccalauréat, j'ai donc voulu continuer en chimie à l'université où j'ai fait la chimie appliquée. Après avoir obtenu ma licence, je me suis inscrite en cycle de master où je me suis spécialisée dans la chimie des substances naturelles. Parallèlement, je faisais un master en management des projets. Je voulais bien créer un projet allant dans le domaine de la chimie. Mais après avoir soutenu brillamment les deux masters, je ne savais pas exactement dans quel domaine de la chimie je devais monter un projet. J'ai essayé de créer certains projets en étudiant la faisabilité, les facteurs risques et tout. Et je les ai finalement mis de côté et je suis allée continuer mon rêve en m'inscrivant en thèse pour davantage apprendre de la chimie. Alors, en thèse de doctorat, nous travaillons sur les plantes douées de potentialité pharmacologique. Et pendant ce travail, j'étais très stressée et je commençais à perdre mes cheveux à cause du stress, la pression du travail, le manque de résultats. Et finalement, je me suis tournée vers les perruques pour cacher mon alopécie. Et c'est avec ces perruques-là que j'ai davantage perdu mes cheveux. Il n'y avait pas, à ma connaissance, des traitements pouvant résoudre ce problème d'alopécie. En tant que chimiste, je voulais les traitements naturels. J'ai commencé à tourner mon regard vers la tricologie, qui est une science qui étudie le cuir chevelu et les cheveux. Je n'étais pas très avancée dans les recherches allant dans ce sens, mais je commençais à formuler pour moi-même quelques produits pour lutter contre mon alopécie. Je me suis rendu compte que ces produits me rapportaient quelque chose de temps en temps et me permettaient même d'acheter quelques solvants pour mes travaux au laboratoire. Et je me suis dit que cela pouvait être le projet que je cherchais depuis des années. C'est comme ça que je me retrouve dans l'entrepreneuriat. Étant donné que j'avais déjà aussi cette passion pour la recherche, j'ai donc voulu orienter mes recherches vers la tricologie spécifiquement. C'est pourquoi j'ai donc mis sur pied un laboratoire de recherche, Harry Labo Sal, qui s'occupe spécifiquement des recherches allant dans le sens de la tricologie, des produits pouvant résoudre les problèmes de teigne, de cuir chevelu en général et de pousse de croissance des cheveux. Nos produits ont une particularité, ils répondent aux besoins des cheveux africains. Vous savez, les produits qu'on importe généralement sont formulés pour les personnes qui n'ont pas le même type de protéines que nous,
des personnes qui ont un grain de cheveux différent d'une autre, des personnes qui ont des cheveux complètement lisses. Vous allez voir que plusieurs fois vous avez acheté des produits venant d'ailleurs, mais ceux-ci n'ont pas résolu votre problème. Pas parce qu'ils n'étaient pas bons, pas parce qu'ils n'étaient pas efficaces, mais simplement parce qu'ils n'étaient pas adaptés à votre type de cheveux. Au cabinet santé des cheveux, nous avons la particularité de recommander les gammes de produits en fonction de votre type de cheveux et en fonction de votre type de porosité. La porosité du cheveu étant la capacité qu'a le cheveu à absorber de l'eau et les soins et retenir cette eau et ces soins-là. Donc, quand vous arrivez, nous vous recevons, nous vous faisons une consultation trichologique pour regarder si vos cheveux peuvent pousser correctement. Vous devez savoir, ce n'est pas tous les types d'alopécie qui peuvent être résolus. Il y a des alopécies dites cicatricielles et des alopécies dites non cicatricielles. L'alopécie est cicatricielle quand la racine du cheveu est déjà morte. C'est-à-dire, quand vous appliquez des défrisants, vous faites des traits serrés, votre follicule pileux, qui est la racine des cheveux, commence par s'affiner, il s'affine et après, il peut mourir si rien n'est fait. Donc, si le follicule pileux est déjà mort, on parle d'alopécie cicatricielle, on ne peut faire que recours à une greffe capillaire pour retrouver ses cheveux. Mais lorsque l'alopécie est non cicatricielle, le problème peut être résolu. On peut appliquer certains soins, on peut appliquer des produits, on peut stimuler le follicule pileux comme une sorte de réanimation du follicule pileux pour que les cheveux puissent repousser. Aujourd'hui, avec la venue des mèches, des greffes, surtout celles nécessitant l'école, on a de plus en plus du mal à aider plusieurs personnes à retrouver la santé de leurs cheveux. Parce qu'une fois qu'on commence un traitement et que quelques résultats commencent à être visibles, ces femmes se retournent vers les mêmes choses qui ont causé l'alopécie. Et on se retrouve parfois dans des éternels recommencements. Jusqu'ici, je n'ai pas reçu un accompagnement particulier, sauf celui de mon époux, que je ne peux m'empêcher de mentionner, et de la grâce de Dieu qui m'accompagne chaque jour. Dans 5 ans, j'aimerais avoir une plus grande présence dans les régions du pays, dans toutes les régions du pays. Et j'aimerais aussi avoir un grand laboratoire qui pourra réellement faire de grandes recherches dans le domaine de la trichologie et qui pourra même accueillir des jeunes qui sont motivés à travailler aussi dans ce domaine. J'aimerais encourager les femmes à prendre soin de leurs propres cheveux. Les cheveux sont la gloire de la femme. Laissez les perruques qui abîment davantage vos cheveux et qui causent des alopécies. Vous pouvez prendre soin de vos propres cheveux et les avoir beaux et soyeux. Et aux jeunes, je vous encourage à être beaucoup plus persévérants. C'est la persévérance qui produit la victoire. Vous pouvez commencer doucement et évoluer. Ne cherchez pas toujours à aller trop vite et n'ayez pas peur d'entreprendre. Si vous commencez une activité, avec le temps, vous allez acquérir de l'expérience, même si vous échouez, et vous allez grandir et réussir. Désirez-vous développer vos capacités en expression orale en maîtrisant les techniques d'animation qui engageront votre audience ? Souhaitez-vous maîtriser les techniques de conception et d'animation des formations des adultes en andragogie, respectant le cycle d'apprentissage des adultes? Désirez-vous acquérir des compétences en coaching d'impact en vous appropriant les outils et méthodologies conformes à la déontologie et les canons de la profession? Eh bien, n'hésitez pas à prendre part au programme de certification en coaching Ubuntu by Go Ahead Africa Limited. Afin de bénéficier d'une expertise internationale déroulée sur 10 mois intenses de formation en digital, physique et digital, afin de devenir coach ou formateur professionnel certifié. Infoline 698 39 15 71 ou 677 82 36 12. Site internet info@goaheadafrica.net. Go Ahead Africa. Bright Spotting Africa.
I am Africa, land of all mankind. I am you, me, him, them. Proud to create, to unite, to succeed. I am Africa. A mixture of life, languages, colors, flavors. I am free, inspired creator, sensual and vibrant. I am Africa of new success stories. Castle Beer, the taste of success. Parmi les personnalités qui contribuent à hisser haut le vert ou jaune national dans le domaine de la culture, elle fait partie des femmes qui tiennent le haut du pavé. Edine Gonjok, ou si vous préférez, Were Were Liking, est un personnage atypique au parcours unique. Poétesse, dramaturge, écrivaine, mais également sculpteuse, peintre, artiste musicienne, elle est un véritable touche-à-tout dans le domaine des arts et de la culture. Comment cette petite fille du département du Nyon-Ekele a-t-elle réussi à construire sa légende, à devenir une icône africaine? Comment a-t-elle réussi à enseigner dans les plus grandes universités ivoiriennes alors qu'elle n'est nantie que d'un certificat d'études primaires et élémentaires? Eh bien, tout ceci est à retrouver dans l'entretien portrait qu'elle nous a accordé lors d'un passage ici au Cameroun. C'était en 2023. Artiste multidimensionnel, littéraire, cinéaste, dramaturge, essayiste, poétesse, entre autres. C'est une autodidacte qui a atteint les sommets de son art et de ses multiples expressions artistiques et intellectuelles, rien qu'à la force du travail bien fait. C'est un petit bout de femme dont l'aura et le charisme envahissent et embaument tout espace dans lequel elle se trouve. Une prêtresse au charme indicible et à l'allure atypique qui trahissent sa propension et son appétence pour un recours à l'africanité pure. À l'espace culturel bantou, elle nous a donné rendez-vous chez Ruben Binam, son fils. Sa prestance et son phrasé si caractéristique des académiciens nous impressionnent. Pourtant, comme elle-même se définit, elle n'est qu'une mère, une créatrice, une formatrice. C'est une simple bonne femme de simple bon sens, née à Bondé, ici dans le Nyon-Ekele, une mère, une artiste pluridisciplinaire, une créatrice et formatrice. Née le 1er mai 1950 à Bondé, en pays Bassa, en pleine période du maquis, Edine Gonjok est une petite fille enjouée qui grandit au cœur des luttes pour l'indépendance du Cameroun. Une personne très turbulente qui croyait que sa grand-mère était sa coépouse, puisqu'on portait le même nom et que donc le mari de ma grand-mère, c'était le mien. Et donc je regardais attentivement ce qu'elle faisait. Et je voulais reproduire la même chose pour le mari, parce que quand même, c'est pas normal qu'elle le marie tout le temps, et pas moi. Donc, j'allais essayer de refaire les mêmes gestes, préparer. Alors moi, je préparais de la boue et du sable, évidemment. Et je servais ça dans des assiettes. J'allais servir mon mari, qui faisait disparaître cette nourriture d'un tour de main. Je croyais vraiment qu'il adorait ma cuisine. Et je pensais qu'il a mangé. Je ne sais pas comment il faisait, mais il n'y avait jamais rien dans les assiettes. Et il se léchait les babines. Mais
Donc j'étais ce genre de gamine naïve. Une scolarité particulière pour cette demoiselle qui présente très tôt de grosses facultés d'apprentissage. Les premiers pas se passent à l'école de Bondé. J'ai commencé à la section d'initiation. Il y a un nouveau maître qui est arrivé au 2e trimestre. Et il a trouvé que j'étais très brillante. Il m'a enlevé de la section d'initiation au CP2. Donc j'ai fait les 2 premières classes en une seule année. Et puis il a fallu déménager. On nous a forcés à aller à Bonjok dans le regroupement. Où la première année, il n'y avait pas l'école. Mais quand l'école est venue et que je suis allée, j'ai trouvé que c'était le maître de Bondé, le même maître qui avait été affecté là-bas. Alors lui, il m'a fait faire les CE, les 2 CE, aussi en une année. Vous savez, avec les turbulences, il y avait beaucoup de turbulences à l'école. Parfois, on disait que les maquisards ont attaqué. Après, on a dû quitter Bonjok. Ma grand-mère a décidé que je devais aller à Môme, chez les cousins de les neveux de mon grand-père, les Kodok. Et je suis donc allée là-bas et c'était mon oncle, mon grand-oncle, Kodok Richard, qui était mon maître. Il m'a fait faire les 2 CM2, les CM1 et CM2 en une année. J'ai fait l'école primaire en 3 ans. Et puis ça s'est arrêté là. Je suis donc une personne. J'ai passé le CP en blanc, j'étais la première de l'arrondissement. Mais bon, je n'avais pas les papiers. Les actes de naissance avaient été confisqués par mes parents qui étaient en palabre et la famille de ma mère. Et finalement, je n'avais pas de papier pour entrer en 6e. Donc je suis rentrée au village. En 3 années passées sur les bancs, Edine Gondjok achève tout le cycle primaire. L'impossibilité de poursuivre ses études la contraigne à retourner au village où elle va passer une adolescence plutôt mouvementée. Je passe entre mes grands-parents et puis mon père et son épouse de l'époque, sa nouvelle épouse, après qu'il se soit séparé avec ma mère, sa nouvelle épouse qui était infirmière et qui était affectée dans différentes bourgades dont mon père m'amenait avec eux. Donc j'ai passé 2 ans à leur poursuite et puis les autres années je les ai passées au village avec ma grand-mère. Et puis je vais devenir mère très tôt, à 15 ans. Abandonnée à elle-même et sans emploi à 16 ans, Edine Gondjok se retourne vers l'art, plus précisément la musique. Ceci au gré de rencontres fortuites avec des personnes qui détectent en elle un talent certain. Je vais tomber sur des gens un jour qui sont des musiciens aussi. Mon père était aussi musicien. Donc, ils vont m'entraîner à chanter. À part les chansons de l'église, je n'en connaissais pas d'autres. Donc, je vais apprendre les chansons de Sheila, de Françoise Hardy, de Barbara, ce genre de choses-là. Et je vais me retrouver chanteuse dans des cabarets. Et puis, je vais épouser M. Liking. On va se mettre ensemble à mes 19 ans. C'est là où je me découvre comme artiste grâce à M. Liking, mon époux. Et il me disait souvent, toi tu es un génie, tu perds le temps ici à la cuisine, va travailler.
Et à force, quand j'écris des petites choses, il les lit, il trouve que c'est formidable, il m'encourage. Et c'est sa mère qui m'a nommé Were Were. Parce que dans leur famille, la belle-mère donne un nom à ses belles-filles. C'est sous ce nom Were Were que je vais publier mon premier texte en 1977. Si elle est à l'aise dans la poésie et connaît un certain succès dès la publication de son premier recueil en 1977, Were Were Liking ne veut surtout pas se faire enfermer dans un carcan. Très ouverte à explorer de nouveaux horizons dans la culture, elle n'a de cesse de se lancer de grands défis. C'est ainsi qu'elle accepte celui à elle lancé par un ami au détour d'une conversation sur le théâtre. Pour relever son défi, elle choisit de retourner au village pour se ressourcer. Je retourne au village et, pendant les vacances avec des enfants, les neveux de mon mari qui vivaient avec nous et tout ça, et notre fils. Et je commence à poser des questions à ma grand-mère. Ceci, cela et tout ça. Et je commence à écrire et c'est comme ça que va commencer ma carrière de chercheur. Parce que du coup, j'ai enregistré tout ce qu'elle m'avait dit et je me suis souvenu des rites qu'il y avait déjà eu, des rites sur les maladies d'inceste ou les maladies comme à Lumbach. Donc j'ai retranscrit ces rites-là, je les ai traduits et j'ai écrit ma première pièce que j'ai nommée Les Bâtards. Sauf que dès sa sortie, sa pièce va se heurter à une dure réalité de l'époque, la censure. Mais à l'époque, il fallait une autorisation pour jouer des pièces, même il fallait déposer les textes. Ça s'appelait l'information et la culture à l'époque. Et on m'a censuré le titre. On m'a appelé pour me demander pourquoi Les Bâtards, pourquoi je mets ce titre. J'étais tellement choquée, étonnée. Je dis, mais les bâtards sont ceux dont les mères ignorent la propre origine. Quand une dame connaît le père de son enfant, pourquoi on met dedans père inconnu? Et donc, du coup, on est des bâtards. J'ai mis beaucoup de temps après pour comprendre pourquoi on avait censuré ce titre. J'ai changé. J'ai mis les petits du père. Ils ont encore censuré. Et finalement, on a gardé le titre Ngonga. Quand cette pièce est sortie, le lendemain, il y avait beaucoup d'articles. Il y avait des critiques d'art, des grands professeurs qui avaient écrit en disant que c'était la nouvelle tragédie, comme à la tragédie grecque et tout ça. Moi, tragédie grecque, je n'avais jamais entendu parler. On a dit enfin, les articles étaient très élogieux. Le succès de la pièce et la critique positive qu'elle reçoit vaut à Were Were Liking des éloges de la part du monde de l'art au Cameroun. Un succès qui ne change pour autant pas la personnalité de l'auteur qui a conservé une sorte de naïveté enfantine. Je suis contente quand je fais quelque chose et que ça fait plaisir aux gens, que les gens ont l'air satisfaits, quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas quelque chose qui dépasse la reconnaissance de l'autre. Parce qu'en fait, on est là, on est assis, mais on ne se voit pas. C'est l'autre qui nous voit et qui nous révèle. Au-delà de ce succès, ce sont surtout les nombreuses censures dont elle fait l'objet qui interpellent la poétesse et dramaturge. Elle comprend alors cette vieille maxime populaire qui dit que si vous ne faites pas la politique, elle, vous fera. Pourtant, dans son cercle d'amis, la politique est loin d'être le sujet des échanges. Je ne m'intéressais pas vraiment à la politique en tant que telle. Je m'intéressais aux changements sociaux, à la vie du quotidien. Au panier de la ménagère. Vous savez, j'ai fait tellement de choses à cette époque-là.
J'ai écrit des articles dans l'effort camerounais pour parler des prix des denrées sur les marchés. Vraiment des petites choses, mais grâce à des gens qui m'appréciaient. Ah ouais, tu peux faire ceci, moi aussi j'ai fait. Ce sont les rencontres. J'ai dit, je n'ai rencontré que des êtres exceptionnels dans ma vie. Quand je rencontre des gens, pour moi, ils sont exceptionnels. J'ai eu des amis exceptionnels, comme le père du propriétaire du lieu où nous sommes, avec son épouse. Quand Ruben était dans le ventre, on était tous les trois tout le temps. Et je peux dire que sa mère et moi, on a beaucoup caressé son ventre pour parler de Ruben. Et tout ça, on nous parlait de tout et tout. Ouais, c'est ma mère. C'est le point de départ de ma vie. Parce que la mère, c'est elle qui fonde. Et en langue bassa, on dit Ayenkapouem. C'est elle qui vous expliquera ce que ça veut dire. Mais je sais que je suis né dans un contexte où elle était là, avec mes parents, et où il y avait un champ culturel à la maison. « 1981. La vie de l'artiste prend une tournure inattendue. Elle est victime d'un accident et d'une grossière erreur médicale. Sa vie en danger, elle doit être évacuée en France pour être suivie et soignée. J'ai eu vraiment un incident malheureux qui a fait qu'on m'a opéré. Et le médecin qui m'a opéré m'a blessé l'urètre sans le savoir. Il l'a refermé. Et j'ai eu une infection urinaire. Et quand il a été obligé de rouvrir et qu'il a vu que c'était un problème d'urologie, au lieu d'appeler l'urologue, il a bricolé ce qu'il a pu, ce qui m'a valu une grosse infection. Et j'ai dû subir une évacuation sanitaire à Cochin, à l'hôpital Cochin. J'ai été opérée 6 fois pour me sauver. Moi, je n'ai pas quitté le Cameroun parce que je voulais me sauver. J'ai quitté le Cameroun sur un brancard. Voilà. Ça, il faut que les gens le sachent une bonne fois pour toutes. Je ne me suis pas levée ici en disant que je m'en vais ou que je me sauve. Ou que... Non, je ne savais pas. Et au moment où je sortais d'ici, je n'avais encore pas publié « On ne raisonne pas le venin ». Ce sont des poèmes qu'on se lisait, les Charles Bingham, les Charles Gabriel Bock, chez Eno Bellinga, qui était un géologue, mais très poète. Et donc, quand on m'a évacuée, grâce à une amie, une Française qui était devenue une amie parce qu'elle voulait à tout prix faire des recherches sur le théâtre, elle avait trouvé que j'avais déjà sorti cette pièce. Et c'est elle qui a décidé de publier ce recueil de poèmes. Et quand ce recueil de poèmes est sorti, pendant que j'étais encore hospitalisée, elle a envoyé à mon mari les recueils et elle a demandé de déposer là-bas où on devait déposer les livres et le livre a été censuré. Et donc mon mari m'a demandé de rester en France. Et moi, je ne voulais pas rester en Europe. Il dit, c'est hors de question, je repars en Afrique. Et comme cette amie-là avait été affectée au Mali, elle m'a dit, bon, ben viens avec moi au Mali. Le temps que ça se calme là-bas au Cameroun, quand ton mari dira de revenir, tu reviendras. Ce rêve n'est pas trop ambitieux, le rêve transcende la pauvreté. Il n'y a pas à se tromper, il faut travailler. Ainsi débute l'aventure ouest-africaine de Were Were Deke. Après une année au Mali, pendant laquelle elle se documente sur les traditions et coutumes locales et mène des recherches sur le rôle de la femme dans la transmission des savoirs artistiques et culturels, elle décide de rentrer au Cameroun et entreprend un véritable road trip à travers l'Afrique de l'Ouest. Son ambition, partir du Mali pour rejoindre la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, ensuite le Nigeria et pour terminer, le Cameroun. Le tout en 1 an. Sauf
que son voyage s'arrête dès la première étape. Un soir, dans un dîner, j'ai fait la connaissance du recteur de l'université d'Abidjan. Et on a échangé et il m'a demandé si j'avais écrit ce que j'avais là. J'ai dit oui. Il m'a demandé de lui montrer. Je lui ai donné. Une semaine après, il a envoyé me chercher. Et il m'a proposé un poste de chercheur à l'université d'Abidjan. Et je lui dis que je n'ai même pas le CPE. Comment je peux faire pour être chercheur à l'université? Il est resté comme ça. Il m'a dit, Madame Were-Were-Liking, j'ai des docteurs d'État dans plusieurs des instituts de mon université qui ne m'ont rien écrit d'aussi intéressant que ce que je lis là. Donc moi, je vous embauche. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire sous Oufoué, quand tu étais bon, on te prenait. Et voici la petite fille de Bondi qui a dû arrêter ses études parce que sa famille maternelle a confisqué son acte de naissance, qui s'est retrouvée à la rue à 16 ans avec un enfant, qui a quitté le Cameroun pour se faire soigner en France et n'a pas pu y revenir à cause de la censure. Voici Eddie Ngonjok, voici Were-Were-Liking, chercheur à l'université d'Abidjan. J'y ai trouvé une opportunité et je ne pouvais pas rentrer pendant un bon moment. Quand mon mari m'a dit que je pouvais rentrer, quand je suis rentrée, il s'était remarié avec une autre aussi. Donc je suis retournée en Côte d'Ivoire et puis c'est tout. Aujourd'hui, je me considère surtout comme une Africaine. Parce que pendant toutes ces années, j'ai été au Bénin, j'ai été au Togo, j'ai formé des jeunes du Togo, des artistes comme King Mensa sortent de mon école, les Ebawadé du Bénin sortent de mon école, les Sariboulonda du Burkina Faso sortent de mon école. Très vite, la chercheure qui entre-temps a découvert que son époux s'est remarié s'adapte à la vie abidjanaise. Elle y mène divers travaux de recherche sur le théâtre rituel et surtout diversifie ses horizons dans la culture. Poétesse, dramaturge, elle devient romancière, essayiste, sculpteuse, peintre. En outre, elle remporte de nombreux prix à l'international, parmi lesquels le prix Noma de la publication en Afrique en 2005 et le prix du Prince Claus en 2000. Je suis poète avant tout. Et que ce soit dans mes romans ou même dans mes essais, même dans mes livres d'art, c'est de la poésie. C'est pour ça que, par exemple, mes romans, on les a nommés les chants romans. Je ne les compare pas parce que je les gagne à des occasions très diverses. Quand j'ai gagné le prix du Prince Claus aux Pays-Bas, je tombais des nues. Je n'avais jamais entendu parler de ce prix. Mais c'est le prix qui m'a rapporté le plus d'argent et grâce auquel j'ai pu créer ma fondation. Je n'ai pas postulé. Pour Noma aussi, je n'ai pas postulé. C'est mon éditeur qui a postulé. Voilà. Quand j'ai gagné le prix Fonlon Nichols de l'Université de l'Alberta au Canada, quand j'ai entendu le nom de Fonlon, je me suis dit, donc ça doit être un Camerounais qui me connaît là-bas, effectivement. Et effectivement, c'était un prix qui portait le nom d'un Camerounais et tout ça, qui était très apprécié là-bas. Mais je ne savais pas qu'on enseignait ma littérature au Canada, dans les universités. J'ai découvert qu'à ce jour, je suis enseignée dans au moins une cinquantaine d'universités sur le territoire américain, des États-Unis au Mexique. Je suis enseignée dans des universités. Donc, je ne peux pas les comparer. Chacun m'a apporté sa part de joie parce que franchement, je crois que ce qui me caractérise, c'est la gratitude. Je suis toujours très reconnaissante à tout ce qui m'arrive.
parfois même quand des choses les plus difficiles m'arrivent, je réussis toujours à trouver quelque chose à mon bénéfice. Quel peuple évolué n'avait-il pas auparavant embelli ses origines? Ces œuvres, diffusées dans le monde entier et traduites dans plus de 15 langues, ont achevé d'établir la réputation de la chercheuse et prêtresse. Parmi l'un de ses contes très connus, Liboy Likundum, étudié dans les lycées et collèges du Cameroun à travers l'œuvre Contes et légendes d'Afrique dans les années 90-2000. À l'époque où j'avais commencé à me poser beaucoup de questions à ma grand-mère par rapport aux rites et aux rituels et tout ça, et que j'ai commencé à me souvenir qu'il y avait beaucoup de contes. Et j'ai fait le rapport entre le conteur, j'ai pris conscience du travail d'acteur, du conteur. J'ai même été jusqu'à dire qu'on peut juger du niveau spirituel d'un conteur par rapport à sa version d'un conte. Et c'est ça qui m'a poussé à sortir, pendant que j'étais chercheur à temps plein à l'Institut de littérature et d'esthétique négro-africaine, l'ILENA, de l'Université d'Abidjan. J'ai écrit une vision de Kaïdara. C'est mon premier essai d'ailleurs, sur le conte, le célèbre conte Kaïdara de notre maître à tous, M. Ampateba. Mais à l'époque, vraiment, j'ai été assez virulente pour lire son conte et essayer de le lire à partir d'un schéma complètement de chez moi, l'étoile du Kiyi. Je l'ai remis en cause sur beaucoup de terrains et sa famille s'était fâchée. Mais c'est lui-même qui les a appelés pour dire non, c'est une de mes meilleures disciples parce que quand le disciple arrive à analyser l'œuvre du maître, même s'il se trompe, ça veut dire quand même qu'il a développé quelque chose de personnel. Pour mieux asseoir son œuvre et en assurer la pérennité, Were Were Liking, qui entre-temps s'est marié en Côte d'Ivoire, mais a conservé son patronyme célèbre, a mis sur pied le Kiyimbok, à la fois troupe de théâtre et école africaine, qui à ce jour a formé plus de 200 artistes du continent. Je forme à la création, pas seulement la création d'art, mais la création, pour moi, ça commence à la création des solutions à ses propres problèmes, à des créations de meilleures conditions de vie pour soi-même et pour son entourage, en étant le moins nuisible possible. Et quand on a ce pouvoir de création, alors on devient responsable. Moi, j'en ai marre de toute cette partie du continent qui pense toujours que c'est la faute à l'autre. Tout ce qui nous arrive pourrait être différent grâce à nous ou hélas à cause de nous. Et ça, nous avons le choix. Je veux juste que les gens sachent qu'ils ont le choix. Ils n'ont pas besoin de transformer tous leurs parents en sorciers. Ah, c'est ton père qui te veut du mal. Ah, c'est ta grand-mère qui fait ceci. Ah, c'est ta tante qui a fait cela. Quand tu penses que tu peux compenser la paresse par la prière, c'est pas possible. Il faut travailler. Son défaut, c'est d'être perfectionniste. Par exemple, j'ai eu l'occasion de préparer quelques rendez-vous avec elle, quelques spectacles. Tant que ce n'est pas bien fait, vous allez travailler. C'est vrai, beaucoup peut-être ne savent pas que même si on aime travailler, il y a des limites qu'on a du mal à franchir, mais elle repousse toujours ses limites quand j'ai l'occasion de travailler avec elle. On m'appelle une prêtresse, mais c'est parce que c'est un sacerdoce, mais je ne transmets pas de dogme. Ce que je vise, c'est d'éveiller l'être à lui-même et à ce savoir que l'on nomme Kiyimbok, c'est-à-dire
se savoir sur soi-même et sur sa propre vie. Alors, ce savoir qui nous permet de comprendre que nous avons le choix. Nous pouvons être bénéfiques ou nuisibles. Nous avons le choix. Et donc, nous sommes responsables. Ce sont nos actes qui fabriquent la vie au quotidien, y compris la nôtre d'abord. Et si on veut changer le monde, parce qu'on n'est pas d'accord, c'est d'abord soi-même qu'il faut changer pour pouvoir poser des actes plus responsables, pour pouvoir avoir sa propre vision et pouvoir avoir le pouvoir de changement. Plusieurs fois décoré en Côte d'Ivoire, son pays d'adoption, Were Were Liking souffre parfois du peu de reconnaissance de la mère patrie. À ce jour, l'artiste n'a jamais eu le privilège de recevoir une quelconque distinction nationale. Pourtant, elle garde un amour profond pour sa terre natale. Ma mère, Were Were Liking, malgré la non-reconnaissance constatée ici au Cameroun, nous savons que tu continues davantage à émerveiller le monde entier, partout où tu es, partout où tu as voyagé. Et nous voudrions véritablement que tu continues d'être tel quel, sans qu'il y ait des préjugés, sans qu'il y ait une déception, même si c'est avec un pincement au cœur que vous avez justement constaté que vous n'avez pas été reconnu. Mais nous savons que tu contribues davantage à ce que la culture soit toujours rayonnante, aussi bien dans les pays africains que dans les pays internationaux. Moi, je n'ai aucun désamour avec qui que ce soit. J'ai trop d'amour dans mon cœur pour tout le monde. Je ne pourrais pas haïr mon pays natal. Mais je déplore une grosse tendance, la majorité des réactions à créer des impossibilités. Alors que nous aurions besoin des créateurs de possibilités, de tous les possibles. Parce que tout est possible si on s'y met avec conscience, avec rigueur et avec amour. On peut créer des paradis. À 73 ans, Were Were Liking conserve une énergie de lionne, une faim de loup et un désir ardent de s'affirmer pour une véritable considération de l'identité africaine. Et quand on lui parle de ses plus grandes fiertés et ou de ses regrets, je suis fière de ce que moi j'appelle l'humanisme de mon continent, dans la plupart de ces cultures. Il y a un humanisme là-bas qui justifie que nous puissions nous considérer comme les pères et les mères de l'humanité. Ce n'est pas nous qui avons fait l'Inquisition, les grandes guerres, ce n'est pas nous qui avons le plus démoli la terre-mère, même qui nous porte tous. J'ai l'impression que ce n'est pas parce qu'on était plus bêtes, au moins, mais parce qu'on avait une vision du monde qui nous permet de privilégier quand même le bon côté de l'humain. Je suis fière de ça. Je suis fière d'être une personne qui, malgré tout le mal qui a été fait à ce continent, volontairement, avec une préparation scientifique, spirituelle, mystique et tout, pour démolir ce continent que tout le monde veut aujourd'hui, tout le monde veut l'Afrique, mais sans les Africains. Je pense que des personnalités comme Were Were nous apportent énormément lorsqu'il s'agit de nous interpeller sur la reconstruction de notre identité, la capitalisation de nos expériences et la refonte du nouveau parler africain, du nouveau vivre africain, du nouveau paradigme intellectuel, culturel africain.
Et je crois que fondamentalement, j'espère ne pas me tromper, c'est une des choses que des personnalités comme Were Were Liking auront certainement à léguer à la nouvelle génération d'Africains. Je pense que c'est bien de se rappeler d'où on vient, c'est bien de ne pas oublier les plaies de l'histoire, mais c'est aussi important de fonder une nouvelle dynamique à partir des atouts nombreux qui nous sont reconnus et à partir aussi des expériences tirées de ces cicatrices-là. Moi, je ne regrette rien. Tout ce qui m'est arrivé, que ce soit douloureux et tout ça, j'ai toujours fini par trouver dedans quelque chose qui m'a permis de grandir un peu. Quand on sait le niveau d'où je suis partie, quand je me retrouve à l'Académie des sciences, des arts et cultures d'Afrique et des diasporas africaines, avec les sommités d'intelligence qui sont là-bas, je suis là-bas la seule personne qui n'a même pas CP. Quand je me retrouve là-bas, rien qu'avec les petits enseignements de ma grand-mère, et que je sois en train de les porter là-bas, que tout cela me demande mon avis, mon apport, rien que parfois ils me trouvent très fantasque, parfois ils me trouvent marrante et tout ça, mais ils ont besoin de savoir quand même ce que cette folle-là pense. C'est pas mal, non? Je peux être fière de ma culture. Je vois des jeunes que j'ai formés et qui sont devenus des gens il y en a qui étaient des voleurs de grands chemins, il y en avait qui avaient même déjà assassiné, certains ont été des enfants soldats, ils ne savent même pas combien de personnes ils ont. Mais aujourd'hui, ils sont des piliers de leur famille, des modèles de travail et de réussite. Oui, ça aussi parfois, je rends grâce à la divinité. Il y a d'abord qu'il faut chercher le savoir. Parce que l'ignorance est la mère de tous les péchés, disent nos frères asiatiques. Il faut chercher le savoir. Franchement, il faut le chercher. Et il y a 1000 possibilités d'accéder à 1000 savoirs. Il faut chercher les savoirs qui correspondent à notre nature et qui peuvent nous permettre de créer des paradis plutôt que des enfers. Et puis, il faut travailler. Franchement, il m'a fallu dormir 4 heures sur 24 pendant ces 40 dernières années. J'ai dormi 4 heures sur 24. Ça me suffit largement pour pouvoir travailler, pour pouvoir apprendre et apprendre encore. Jeunesse africaine, soyez responsables. N'attendez pas de mettre votre part de responsabilité sur le dos des démons, des diables, et pour qu'on vienne vous taper n'importe quoi sur la tête pour que vous entriez en transe, sortez de ce corps. Parce que vos corps vous appartiennent, ils sont votre propre temple et personne ne peut entrer dedans que vous ne l'ayez autorisé. C'est votre responsabilité. Puis il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Et il faut beaucoup d'amour parce que la haine ne conduit nulle part. Il est temps à présent pour nous de prendre les conseils et astuces de notre coach en développement personnel. Ce mois, Roland Kouemen nous parle de la prise de décision en situation de stress. Il est démontré en effet que le stress est l'un des facteurs qui peut conduire à une prise de décision contraire à ses valeurs ou à ses intérêts quand on est un leader. Comment parvenir à maîtriser ce facteur? Je vous propose de regarder le coaching de carrière. Chers leaders, salut, je suis Roland Kouemen,
coach et formateur en leadership, fondateur du cabinet Go Ahead Africa. Bienvenue à cette rubrique coaching. Notre thème du jour, la prise de décision en situation de stress. Quand on parle de décision, c'est le fait d'un individu qui effectue un choix entre plusieurs solutions susceptibles de résoudre le problème ou la situation auquel il est confronté. Le stress, c'est une tension, c'est une perturbation physique ou psychologique due à des agents agresseurs variés comme le conflit, l'échec et d'autres éléments. Quelle est la décision la plus difficile que vous avez dû prendre depuis le début de l'année? Chez Leader, ne prend jamais de décision définitive sur une émotion passagère. Nous allons actuellement parler du ciné du stress. Quand on parle de ciné, ce qui vient à votre esprit, c'est cinéma. Ah, vous ne vous êtes pas trompé, mais allons-y, soyons sérieux. Le C, ici, nous parlons d'un contrôle faible. Vous sentez que vous n'avez aucun ou très peu de contrôle sur la situation. Le I, l'imprévisibilité. Quelque chose de complètement inattendu se produit. Le N, ou nouveauté. Quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais expérimenté se produit. Et le E, pour ego menacé. Vos compétences et votre ego sont mis à rude épreuve. On doute de vos capacités. Habituellement, comment affrontez-vous le stress? Voici, chers leaders, les 10 clés pour affronter le stress. En 1, il est important d'identifier la vraie source de votre stress. En 2, ne rien prendre de manière personnelle. En 3, éviter de faire des suppositions. En 4, employer la rétrospective. En 5, faire preuve de gratitude. En 6, garder son objectivité. En 7, faire attention au non-verbal. En 8, anticiper les conflits. Et en 9, faire preuve de tact et de respect. Enfin, en 10, aller de l'avant. Généralement, comment est-ce que nous prenons des décisions sous stress? Je voudrais partager avec vous le modèle IMC en termes de prise de décision. Le I pour intelligence, le M pour modélisation et le C pour choix. Parlons de I, de l'intelligence. La phase d'intelligence consiste ici à mener une réflexion, une analyse sur les problématiques rencontrées. Alors de cette analyse va découler plusieurs options. Le M de modélisation, ici chaque option est classée, analysée en fonction des risques qu'elle présente, mais aussi des opportunités qu'elle peut procurer. Et le C pour choix. Enfin, le leader va faire un choix entre les différentes options. Chez leader, évitez de baser vos décisions sur les conseils des personnes qui n'auront pas à gérer les conséquences. Nous sommes arrivés au thème de notre session d'aujourd'hui. Je voudrais à présent partager avec vous ce proverbe africain. La vie est parsemée de difficultés que chacun doit apprendre à surmonter. À titre de rappel, les leaders d'impact sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de performer. Pas de performance, pas de progrès. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette 143e édition du magazine Carrière. Retrouvons-nous le mois prochain avec le même plaisir, cette fois-là avec des best-of, pour continuer à vous aider à construire votre propre carrière et votre chemin vers le succès. Ne l'oubliez pas, le succès, c'est la somme des échecs sans jamais perdre sa motivation. Bonsoir. Ce programme vous a été offert par
Castelbeer. Castelbeer, le goût de la réussite. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castelbeer, le goût de la réussite. Désirez-vous développer vos capacités en expression orale en maîtrisant les techniques d'animation qui engageront votre audience? Souhaitez-vous maîtriser les techniques de conception et d'animation des formations des adultes en andragogie, respectant le cycle d'apprentissage des adultes? Désirez-vous acquérir des compétences en coaching d'impact en vous appropriant les outils et méthodologies conformes à la déontologie et les canons de la profession? Eh bien, n'hésitez pas à prendre part au programme de certification en coaching Ubuntu by Go Ahead Africa Limited. Afin de bénéficier d'une expertise internationale, déroulée sur 10 mois intenses de formation en digital, physique et digital, afin de devenir coach ou formateur professionnel certifié. Infoline 698 39 15 71 ou 677 82 36 12. Site internet info@goaheadafrica.net. Go Ahead Africa. Bright Sporting Africa.